Et c'est donc qu'aujourd'hui, je tiens à vous partager une vidéo extrêmement spéciale. Dans cette dernière que je prépare depuis vraiment longtemps, je tiens à vous partager 7 témoignages qui, je trouve, montrent au 20e siècle le véritable visage de la guerre. Étant moi-même grandement passionné d'histoire militaire, comme vous le savez, vous l'êtes d'ailleurs probablement si vous me suivez depuis tant de temps, mais je me suis longuement intéressé aux documentaires, parfois des documentaires relativement rares, et au fil des dernières années, je me suis bâti une collection. C'est donc que cette vidéo-ci va regrouper 7 témoignages qui, selon moi, vont montrer des facettes de la guerre que l'on ne connaît pas nécessairement. Il ne s'agit pas des charges héroïques dans ce cas-ci. Il ne s'agit pas de gloire, il ne s'agit pas d'honneur. Il va vraiment s'agir plutôt de gens qui ont vécu la guerre, de leur témoignage qui vient véritablement de leur cœur, des gens qui, dans bien des cas, on va le voir, de toute façon, ont été marqués par cette dite guerre. Parmi ces 7 extraits, eh bien, 2 vont se concentrer sur la Première Guerre mondiale, 2 sur la Deuxième Guerre mondiale et 3 plutôt sur la guerre du Vietnam. C'est donc que le premier témoignage va en être un d'un jeune soldat nommé Eugène Lelorrain. Ce dernier a donc contribué à la contre-attaque de Charleroi en août 1914. Contre-attaque qui a donc opposé bien évidemment les Français aux Allemands. Il y avait un brouillard à couper au couteau, on ne se voyait pas d'ici à vous, quoi. Et vers 8 heures, comme ça, le soleil s'est levé à 10 sous le brouillard, comme si on l'avait effacé avec une gomme. À ce moment-là, les habitants étaient en train... on venait au sauvetage de la Belgique, quoi, en vertu des accords, je sais pas quoi. Ils nous donnaient des tartines, tout ça. Tout d'un coup, le soleil a fondu le brouillard. On a reçu des giclées de mitrailleuses sans crier gare. Les pauvres gars, ils sont rentrés chez eux. Je sais pas si j'ai eu une tartine, je ne me rappelle plus. Alors, aussitôt les positions de combat se sont faites. Ma section, première section, a été envoyée garder une issue. La deuxième section, je me rappelle, il m'a été raconté que on cherchait à dégager le village, quoi. Le capitaine, le capitaine Faugière, l'a pris en commandement et est parti à l'assaut de mitrailleuses qui étaient derrière des tas de fumier dans les rues. Ils ont été ratatinés immédiatement dans une rue mitrailleuse. On ne savait pas ce que ça donnait, mais eux, ils le savaient. Nos gars ont été ratatinés. Et alors, sans doute, sur le commandement, il y a eu un peloton de chasseurs qui est arrivé à son tour, et le lieutenant disant « Allez les enfants, on va montrer comment on meurt pour la France ». Ils se sont lancés, ils se sont fait ratatiner la même chose. Et là, selon moi, à l'intérieur de ce témoignage, eh bien, ce que l'on voit le plus, ce qui ressort le plus, c'est vraiment la folie, non seulement de la guerre, mais la folie de 1914, la folie offensive, où toutes les armées du monde, où toutes les nations du monde voulaient entrer en offensive. Cette folie poussait pratiquement les soldats, ou pas les soldats, mais leurs officiers, au suicide, carrément. Pourquoi foncer dans une rue où il y a plein de mitrailleuses à la baïonnette, quand on est pratiquement certain, et là on vient de voir un autre régiment se faire complètement balayer, de se faire tout autant balayer. C'est donc qu'en gros, ce qui fut jadis appelé la Furia Française se frotte en 1914 à l'horreur des mitrailleuses. Maintenant, le deuxième témoignage va en être un aussi en lien avec la Première Guerre mondiale, plus particulièrement en lien avec le début de la Première Guerre mondiale. C'est donc un témoignage du soldat Georges Dupont, lors de la défense de Nancy en septembre 1914, plus particulièrement lors de ce qui fut appelé la bataille du Grand Couronné. Et là, on va se concentrer dans un secteur juste à l'est de Nancy, la plaine de Réméréville. C'est là, dans cette plaine de Réméréville, que notre régiment, le 125, a été engagé contre les forces allemandes dans ces bois. Un tiers de l'effectif est resté sur le carreau. Et nous avons vu des faits inimaginables, une section entière couchée dans ce talus-là, pas un homme ne manquait, le tambour couché sur son instrument. On ne s'explique pas de quelle façon ils étaient morts. Le général nous appelle pour nous montrer un fait d'armes uniques. 2 soldats allemands et français, chargeant l'un sur l'autre, se sont embrochés dans leurs baïonnettes. À ce moment-là, le régiment a été obligé de battre en retraite. À l'intérieur de ce témoignage, personnellement, je trouve qu'il y a 2 faits extrêmement intéressants. D'un côté, le fait que la guerre ne laisse pas toujours des témoins. En effet, il nous parle d'une section entière qui a été complètement balayée. Personne n'a compris pourquoi. Cette dernière était intacte quelques secondes avant,
a été balayé, tous les hommes étaient couchés, ont probablement été soufflés par des shrapnels. Et l'histoire de ces jeunes gens qui probablement étaient braves, valeureux à quelque part, ne sera jamais racontée, ne sera jamais connue. L'autre fait intéressant en lien avec ce témoignage, c'est le fait qu'il peut y avoir des situations uniques, un peu singulières si on pourrait dire. Et là, il nous décrit un peu ces deux soldats qui se sont chargés l'un l'autre. Et ça montre encore une fois, un peu à l'instar du commentaire juste avant ou du témoignage juste avant, à quel point les esprits offensifs étaient véritablement au centre des esprits, du moins au début de la Grande Guerre. Maintenant, on va avancer de quelques années et on va s'intéresser plutôt au conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Plus particulièrement à un témoignage d'un Allemand qui a connu le front de Stalingrad une fois que cette ville a été encerclée par les forces russes. Et là, le soldat en question va se nommer le major Werner Arndt, un soldat qui était vraisemblablement en charge des blessés et qui a demeuré durant l'hiver 1942-1943 dans un bunker non loin de la plaine de Goumrak, où se trouvait une piste aérienne stratégique d'une grande importance. Ce tas de terre devant moi, ce sont les restes de mon bunker sanitaire du temps de Stalingrad. Si l'on pourrait exprimer quelle vision d'enfer nous aurions, les blessés, les malades, les mourants, les morts, pas de place pour eux dans la terre gelée. On les rangeait dans un trou de bombe pour faire place au nouveau transport de la misère. Et là, en bas, dans l'odeur du sang, des excréments et de l'éther, les dépôts souterrains des hommes, des fantômes demi-vivantes qui respirent encore, mais qui sont déjà demi-morts. C'est l'ambiance de ces jours. Et honnêtement, ce qui ressort le plus selon moi en lien avec ce témoignage, c'est vraiment probablement, de un, son visage, son attitude alors qu'il retourne sur ce lieu qu'il a connu durant un bon moment, vraisemblablement. Il était là pendant 3 ou 4 mois. Et son champ lexical aussi. On parle de transport de la misère, les fantômes à demi-vivants. C'est probablement des souvenirs qui reviennent à son esprit alors qu'il se rappelle de ces années absolument probablement terribles, les années de Stalingrad. Et d'autre part, quand on parle de la guerre, on parle pas nécessairement toujours de ce côté peut-être moins intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'honneur, à la gloire, aux charges, au sabre au clair. Mais en réalité, les soldats mourants, les excréments, l'odeur du sang, c'est probablement ce qui reste le plus chez un soldat. C'est donc son témoignage, selon moi, est vraiment extrêmement cru, extrêmement négatif, mais c'est probablement un des témoignages qui reflète le mieux l'ambiance ou l'esprit de la guerre. Parce que la guerre, c'est la misère, avant tout. Ensuite, si on poursuit, le prochain témoignage est probablement, selon moi, le témoignage de survie le plus incroyable, le plus unique aussi. Il va donc s'agir d'un soldat. À l'intérieur du documentaire, il dit juste « le soldat Cron ». C'est un Français. Et c'est donc il s'est battu du côté de Lanson, toujours durant la Deuxième Guerre mondiale, contre les Japonais. Et là, de ce côté-ci, 150 Français ont apparemment résisté pendant 3 jours contre l'assaut de 3000 Japonais. Mais au final, ils se sont rendus et les Japonais les ont toutes exécutés. Enfin, tous, sauf un, le soldat Cron, qui va nous raconter en quelque sorte son récit de survie. Celui qui est passé juste avant moi, c'était Makouchoudi, il s'appelait, et il a reçu 3 coups de sabre sur la nuque, il a crié 3 fois « Vive la France », hein? Et les Japonais l'ont criblé de coups de baïonnette. Quand j'ai été sur le bord de la tranchée, j'avais les mains liées derrière le dos, et j'étais à genoux comme mes camarades. Et quand c'est arrivé à mon tour, l'officier japonais me pose le sabre sur la nuque pour prendre la ligne de mire, autrement dit. Et c'est là, comme il m'a posé le sabre sur la nuque, j'ai senti que c'était froid, et là, je me suis laissé légèrement partir en avant. Et pour moi, c'est ça qui m'a sauvé. Il m'a frappé une main plus basse que là où il a pris la ligne de mire.
Et c'est là que je suis basculé dans la tranchée. Et celui qui est passé après moi, il est tombé sur moi. Quand je suis passé à l'exécution, il est tombé sur moi et c'est là que j'étais couvert par lui. Il avait sa tête sur ma poitrine. Moi, je regardais le ciel. Je faisais face au ciel et lui, il faisait face à moi, dans la tranchée, dans le fond. Et il a poussé une plainte. Il a reçu 6 coups de baïonnette dans les reins. Je me suis dégagé avec mes jambes, vu que j'avais toujours les mains liées derrière le dos. Je ne pouvais pas remuer la tête. J'étais la tête baissée comme ça, voyez-vous. Alors quand je voulais regarder une personne qui me causait ou quoi que ce soit, j'étais obligé de faire marcher le corps comme ça, ou de lever la tête. Hein? C'était avec mon corps comme ça, parce que j'étais la tête courbée comme ça, à droite et à gauche, je ne pouvais pas remuer la tête comme ça, je ne pouvais pas. Pendant 28 jours, j'ai fait environ dans les 2000 kilomètres, quoi. Et on a passé la frontière en Chine le 10 avril. En effet, donc, on a un récit absolument incroyable contre la férocité des Japonais qui ont tenté d'exécuter tous ces survivants-là qui s'étaient battus vraiment bravement. Mais c'est donc que celui-ci, grâce à son adaptation, probablement, le fait qu'il se soit penché un peu en avant, a pu avoir la vie sauve. C'est donc, selon moi, un témoignage extrêmement intéressant, troublant et qui montre en réalité, oui, le vrai visage de la guerre, les exécutions sommaires, mais aussi ces soldats qui, en fait, refusent de mourir. Et là, le 5e et le 6e témoignage vont en quelque sorte aller ensemble, puisqu'ils vont refléter une tendance semblable ou une thématique semblable. C'est donc qu'on va se concentrer dorénavant sur la guerre du Vietnam, comme je l'avais mentionné au début. Et là, c'est donc que pour l'occasion, on va se concentrer sur, d'un côté, d'un point de vue américain, la déshumanisation de la population vietnamienne, puisque ces derniers étaient constamment attaqués, constamment aussi, en quelque sorte, trompés, pas par la majorité nécessairement, mais constamment quand même trompés par des villageois qui disaient qu'ils n'abritaient pas les Viet Cong, puis quelques instants après, un de leurs amis recevait une balle dans la tête d'un Viet Cong qui se cachait dans une des maisons, et la personne le savait vraisemblablement. C'est donc qu'au fil du temps, eh bien, ça a créé en quelque sorte une frustration totale, sans oublier le fait que les Américains, on le sait, étaient souvent complètement drogués. En effet, l'accès aux drogues était chose courante durant cette guerre-là. C'est donc que cette déshumanisation a donc conduit, dans bien des cas, les soldats américains vers le meurtre aveugle des populations désarmées, aussi désarmées soient-elles, comme on va pouvoir le voir. Over a relatively short period of time, you begin to treat all of the Vietnamese as though they are the enemy. If you can't tell, you shoot first and ask questions later. I don't have nightmares about killing armed soldiers in combat. I'm sorry. The thing I have the nightmares about is the woman in the rice field that I shot one day because she was running away from the Americans who were going to kill her, and I killed her. 55, 60 years old, unarmed, and at the time I didn't even think twice about it. C'est donc qu'on peut voir en quelque sorte à quel point, justement, à un certain point, peut-être que le soldat pouvait en perdre son humanité, devenait un peu robotisé. Il mentionne que la femme voulait justement essentiellement se sauver de ce soldat américain qui allait le tuer, puis lui, le soldat américain, l'a tout simplement tué, comme si c'était devenu une routine, tout simplement. Une femme est en train de se sauver, on la tue, même si elle n'est pas armée. Mais par contre, pour vraiment comprendre ce témoignage, on va le coupler au prochain, qui est extrêmement intéressant, et que là, cette fois-ci, on va s'intéresser aussi à un témoignage des Américains ou d'un Américain, mais aussi de celui d'une Vietnamienne face à un cas particulier, face à une attaque d'un village. When they came to my house, there were 10 family members inside, including my 14-year-old son. 4 or 5 soldiers came right over. When they came in, I stood up and greeted them. They laughed when I did that. They seemed to hate us. They just turned around and threw a grenade into the house. 9 or 10 people were blown to pieces.
I was the only one who was wounded and survived. My son and everyone else just fell dead. I was wounded and extremely frightened, and crawled quickly into a corner of the house. Although the grenade had already exploded, the soldiers fired their guns at the people to make sure that nobody would survive. It was mass chaos, like I say. Everybody's running around screaming. We got in the village and asking where the VC were, and people in the village were saying no VC. And like at one end of the village, you could hear machine gun fire going off and people screaming, you know, and you know that somebody was either down in one of them holes getting dug out of there or something. And we dropped plenty of hand grenades down in booby traps, I mean, in holes and stuff to see if we could root them out. The soldiers used their guns in a very brutal way. Some of the wounded people went to their beds to lie down. The soldiers shot their ears. Blood was coming out in pools as they lay there. Then the soldiers shot at their stomachs and their insides splattered all over. Then they smashed people's heads using the butts of their guns. Then they just opened fire at us, just opened fire continuously. I was wounded and fell down. Several dead people fell on me. So, I escaped being killed. Probably in his eyes, from a kid's point of view, he probably seen it that way. There wasn't nothing unusual about burning them hooches down and digging them Vietnamese people out of them holes and scattering animals, pigs and chickens around like we normally do. That's just a normal procedure we do, especially after 3 days. 3 days of blood and guts in the mud. Hey, you can't take it. We couldn't take it, and like I said, I can't account for every Marine that was there. What they done at that particular time, they done it because they felt that that's what they had to do. I can't account for how they acted. You know, everybody's got their own way, but if he's seen it that way, it's the way he's seen it. The way I seen it was war. Et effectivement, comme il le mentionne à la fin, c'était la guerre. Mais en réalité, est-ce que ça excuse, est-ce que ça explique certains comportements? Probablement pas. Mais comme il le mentionne aussi, ces soldats étaient plongés, constamment attaqués sur leurs flancs, probablement drogués aussi. Ils en pouvaient tout simplement plus. Et donc, ils n'y pensaient pas deux fois. Ils jetaient des grenades dans toutes les huttes. Mais le but, c'est simplement de vous montrer le plus objectivement possible des témoignages de guerre. Probablement ce qu'on pourrait dire l'essence de ces dites guerres, une essence qui évolue de guerre en guerre. Mais selon moi, celle du Vietnam est probablement la mieux représentée par ces 10 témoignages que l'on vient de visionner. Là, finalement, intéressons-nous au dernier témoignage. Il va donc s'agir d'un témoignage de Robinson Rismer. C'est donc un soldat américain qui a été capturé en 65 et seulement que relâché en 73. C'est donc, on va le comprendre, c'est un soldat qui avait des valeurs, qui se disait « je vais jamais me faire capturer, je vais me tirer avant ou je vais me faire tirer avant ». Même une fois qu'il a été capturé, il s'est dit « je vais jamais parler, je vais jamais rien avouer, même si je suis soumis sous la torture ». Puis encore une fois, on va voir, est-ce qu'il va respecter justement ses engagements? Est-ce que face à la torture, face au fusil qui est en face de toi, face au bourreau qui est en face de toi, est-ce qu'on demeure le même? Est-ce qu'on n'évolue pas au fil du temps? Dans tous les cas, c'est vraiment un témoignage sur la capture, la torture puis la volonté d'un soldat qui peut se désagréger durant une captivité. When my head emerged above the rice, in the rice paddy, I looked right down a gun bore. And I didn't have my gun aimed at this guy, so I had to make the decision. Am I going to make a fight? Because this guy had a gun right in my head. And I changed my mind. I remember telling the guys I would never be captured, but I changed my mind and I dropped the gun without uncocking it. I ground it in the mud with my feet, hoping they wouldn't find it. But an old one-eyed villager had seen me with it, saw me drop it. He came up, and while they were forcing me to kneel and tie my arms very painfully behind me, he searched around until he found it. And then he picked it up, and I remember still the water and the mud dripping from it. And he put the barrel between my eyes, and I watched his finger almost as though I were fascinated
or hypnotized, and I watched his finger curl around the trigger guard, knowing full well he didn't know how finely tuned that trigger was. And that was the only time out of my entire prison career that I ever wondered for even a millisecond if I were coming back alive or not. They started with my wrists, with my arms behind my back, and wrapped my arms together under the armpits. Well, the two arms were together, and it just pulled my shoulders out of joint. You know, there wasn't that, and then they did some similar things to my legs. I tried to endure the pain, knowing that an American military man should be able to endure torture until he died, but never to give nothing to the enemy. And I tried my best, and my best wasn't good enough. And during the night, I heard someone screaming in a distance. And I thought, man, they're torturing another prisoner. And I felt so sorry for him, you know. And then I would come back more closely to consciousness and found out it was me I was hearing in the distance. I was the one that was doing the screaming. And they tortured me all night. And by daylight, they had reduced me to such a place that I would give them more than name, rank, soul number, date of birth. And they hurt me pretty bad. They pulled my shoulders out of joint, and they did some things to my legs. But I found out that I was not as strong as I thought. I couldn't be tortured to death, that my will would give before my heart stopped beating. That was very disconcerting. I lived in abject misery for the rest of the time I was a prisoner. Et c'est donc que ce dernier témoignage sur la torture va en gros clore cette série de 7 témoignages qui, je le crois, montrent la guerre sous son vrai visage, du moins la guerre au 20e siècle, sous son vrai visage. Et là, j'espère donc que vous avez apprécié en quelque sorte ce petit montage, cette petite présentation très sérieuse qui me tenait à cœur, et c'est vraiment dans le plus grand respect que j'ai voulu vous présenter ça. Ça m'a pris beaucoup de temps quand même rassembler tous ces témoignages-là, qui, je le crois, sont assez rares. Du moins, je les ai jamais vus ailleurs. Or, en gros, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quel de ces témoignages vous a le plus marqué? En aviez-vous déjà entendu parler? Auriez-vous peut-être vous-même des témoignages de guerre à partager? Des témoignages marquants à partager? Dans tous les cas, laissez ça dans les commentaires, faites-moi le savoir. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!